5 ans après le décès de Marc de La Salle. Donc, c'est ce dont il va être question aujourd'hui. En fait, Marc de La Salle a été un auteur et conférencier qui a, pendant plusieurs années, visé la diffusion de la conscience supramentale au Québec à travers des conférences en présentiel, mais aussi à travers le monde, à travers des enregistrements qui ont été rendus disponibles sur le web. Donc, c'est lors du mois d'août de l'année 2020 qu'il est décédé. Au moment où est fait cet enregistrement, nous sommes rendus au mois d'août de l'année 2025. Donc, ça fait environ 5 ans qu'il est décédé. Et je voulais parler de lui aujourd'hui parce que il a laissé derrière lui quand même une œuvre considérable. De son vivant, il a écrit plusieurs livres, il a fait de nombreux enregistrements, dont naturellement des entrevues avec moi, que vous pouvez retrouver donc sur ma chaîne YouTube pendant environ 9 ans. J'ai réalisé avec lui des enregistrements où je l'ai interviewé sur une variété de sujets, des sujets parfois à caractère occulte, par rapport à l'esprit, par rapport à l'âme, la conscience, et aussi des sujets plus à caractère politique, notamment la politique internationale. Des fois, je repense à lui, je serais curieux de l'entendre sur sa vision, par exemple, de la politique tarifaire de Donald Trump qui cherche à imposer des tarifs au Canada, voire à l'annexer comme 51e État. Même chose par rapport à l'imposition de tarifs là, par rapport à la Chine, menacer la Russie que si elle ne s'entend pas avec l'Ukraine, qu'elle va lui imposer des tarifs, etc. Donc, j'aimerais ça l'entendre sur des sujets à caractère d'actualité, mais aussi des sujets plus profonds en relation avec le sens de la vie, de l'existence. Mais naturellement, présentement, c'est pas possible, étant donné qu'il est décédé, c'est pas possible de l'entendre sur le plan physique. Par contre, naturellement, il existe une intelligence artificielle qui se rapporte à l'œuvre de Marc de La Salle qui permet, en lui posant des questions, avoir des réponses en perspective en relation avec l'œuvre qu'il a produite dans le passé. Et ça, c'est la nouveauté pour l'année 2025. Au moment où on se parle, on était dans la bulle d'effervescence de la croissance exponentielle de l'intelligence artificielle avec le développement de ChatGPT-3, ChatGPT-4, puis il y aura d'autres versions. On parle de l'arrivée bientôt de ChatGPT-5 qui devrait être encore plus efficace que la version 4 et 3. Donc, par rapport au robot conversationnel lié à l'œuvre de Marc de La Salle, je mettrai le lien web en bas de l'enregistrement, c'est rapportant. Par rapport aux coordonnées aussi d'archives ayant trait à cet individu, vous les aurez en bas de l'enregistrement présent. Bref, ça a été une personne qui a eu une influence sur ma vie, mon existence, l'ayant côtoyé sur le plan personnel à travers de rencontres amicales, que ça a été chez lui, chez moi, mais aussi à travers le volet public, c'est-à-dire les enregistrements que j'ai faits avec lui qui ont été diffusés avec le web. Et puis, au moment où il est décédé, lors de l'année 2020, c'était une période qui était plutôt sombre par rapport à un gars comme lui qui voulait se consacrer à la réalisation de conférences, en ce sens que c'était la période dite de pandémie. À l'origine, j'étais censé l'interviewer publiquement dans le cadre d'une conférence pour la première fois. C'était pour le mois... c'était le mois de janvier ou mois de février là, de l'année 2020. Naturellement, la période dite de pandémie survient, les rassemblements sont interdits, donc c'est reporté à quelques mois. Par la suite, c'est encore reporté. C'était reporté à l'automne 2020. Et puis, à mesure que les mois passaient, bon, les gens n'avaient pas de se rassembler, mais là, après ça, ils pouvaient se rassembler, mais il fallait qu'ils portent le masque, qu'ils restent à 2 mètres chacun d'entre eux. Donc, c'était les mesures du sanitarisme strict. Donc, on était dans une période que j'appelle d'obscurantisme sanitariste,
dans le sens qu'on mettait en place des mesures très strictes, très draconiennes pour encadrer les comportements sociaux, les contrôler. Ça créait une ambiance très difficile pour Marc de la Salle qui avait arrêté son emploi d'enseignant. Donc lui, il était professeur de français au secondaire pour se consacrer à la diffusion de la conscience et notamment la réalisation de conférences. Sauf que pour réaliser des conférences dans un contexte pareil, ça devenait pénible ou ardu. Donc au moment où il était décédé. Donc c'est dans une période plutôt sombre par rapport à l'histoire du Québec. Puis d'autres pays aussi occidentaux, là, si on pense à la France, qui ont adapté aussi des mesures très strictes dans la période dite de pandémie. Et puis, ce que j'ai à dire, c'est que 5 ans après, au niveau du développement et du déploiement de la conscience supramentale, c'est pas passé grand-chose. Il s'est passé des choses depuis 5 ans au niveau du développement technologique, dans le sens qu'on a vu le développement de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, tout récemment, je demandais à ChatGPT-4 de me réaliser des peintures. Et puis, donc, ça génère des peintures, ça peut générer des poèmes, ça peut générer des chansons, ça peut générer aussi des romans. Bref, les artisans du verbe ou les gens créatifs qui cherchent à vivre de leur art, à quelque part, sont en péril par rapport à cette technologie-là qui, dans une certaine mesure, peut les remplacer. Naturellement, la conscience supramentale ne sera pas remplacée par l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle est incapable de générer une vibration comme un être humain. Bien entendu, dans les derniers mois, j'ai exploré différentes interfaces communicationnelles, dont celle liée à Marc de la Salle. Et puis, c'est sûr que ça ne remplacera jamais un être humain avec lequel on peut communiquer, l'intelligence artificielle. Néanmoins, l'intelligence artificielle peut tirer profit du mémorial puis des principes véhiculés par un individu à travers son œuvre pour répondre intelligemment à certaines questions dans l'optique de réactualiser le discours par rapport à des enjeux actuels. Et ça peut être intéressant à défaut de rien en termes d'exploration par rapport à une œuvre d'une personne. Mais néanmoins, ce que je veux dire, parce que je m'égare un peu, c'est que depuis 5 ans, là, dans le domaine de la conscience supramentale, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a une diffusion qui s'est faite d'une manière accrue sur le web. Donc, il y a un rayonnement à un certain niveau international. Il y a des gens en Europe qui s'intéressent à ça, que ce soit la France, que ce soit la Belgique, des gens aussi en Afrique, un peu partout dans le domaine de la francophonie. Alors qu'autrefois, dans les années 1980, 90, 2000, début des années 2000, c'était plus au Québec que ça se passait en groupe restreint. Puis c'était dans le cadre de conférences que des gens allaient en présentiel. Et ce qui est arrivé depuis la période de pandémie, devrais-je dire dite de pandémie, selon les médias de masse, c'est que les gens ont arrêté de se présenter aux conférences. Et c'est sûr que pour quelqu'un qui aurait été un emploi lucratif d'enseignant, qui était à temps plein, pour se consacrer à la diffusion de la conscience alors qu'il avait 49 ans, c'était pas une situation évidente pour lui là, au moment où il était décédé là, sur le plan économique, parce que de vivre d'activités liées à la diffusion de la conscience, que ce soit avec des gens en présentiel ou vendre des enregistrements sur le web ou même faire des séminaires sur le web par rapport à ça, c'est pas quelque chose qui est facile, qui est aisé, voire même réaliste. Moi, pour ma part, au moment où j'en suis rendu dans ma vie, j'aime faire des enregistrements sur le web, j'aime m'exprimer, j'aime communiquer, sauf que ce qui m'intéresse plus en termes de sources de revenus, bon, présentement, j'ai un emploi salarié, à différence de lui, j'ai continué d'avoir un emploi salarié. Lui, il a tout lâché pour se consacrer à la conscience, sauf que, malheureusement, quand il l'a fait à 49 ans, soit dans le fond plusieurs années avant qu'il décède, parce qu'il est décédé à l'âge de 56 ans en 2020. Ce qui est arrivé, c'est comme quelqu'un qui fait le grand saut, là, puis il s'imagine qu'il va y avoir une foule pour amortir le choc. Donc, quelqu'un qui, par exemple, voit un spectacle de musique rock,
décide d'embarquer sur la scène, puis avec audace, il se lance dans le vide. Bon, mais si le public n'est pas là pour le rattraper, pour le supporter, il va sortir au sol. Puis Marc Delassalle, quand il a lâché, qui a arrêté son emploi d'enseignant, j'étais plutôt opposé à ça. Mais lui, ce qu'il m'avait dit, puis ma compagne était là, on était ensemble en train de discuter au restaurant. Puis lui, il disait, voyons donc, les forces ne laisseront jamais tomber un étalon comme moi, dans le sens de quelqu'un qui a plein de potentiel. Puis c'est vrai qu'il avait du potentiel. Lui, il s'exprimait très bien en français. Il est professeur de français, puis en plus, il est bilingue. Donc, il parle en anglais, donc il aurait pu toucher le marché anglophone avec le reste du Canada, les États-Unis, puis voyager un peu partout dans le monde, parce que dans plusieurs pays, l'anglais est la deuxième langue parlée par les gens, que ce soit les gens en Allemagne, que ce soit les gens aussi en Corée du Sud, en Chine. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde que l'anglais, c'est la deuxième langue parlée, puis un peu à l'image d'une clé passe-partout, ça ouvre plein de portes, au lieu d'une porte spécifique par une langue qui est parlée par une communauté restreinte. Fait que oui, il y avait plein de potentiel, sauf que quand il a arrêté son emploi d'enseignant, ce qui est arrivé, c'est que si je faisais des conférences avec lui, puis des fois, il y avait 3 ou 4 personnes qui en achetaient, donc on s'entend que ça ne te permet pas nécessairement de payer ton loyer à chaque mois ou remplir ton réfrigérateur là, de nourriture, de répondre aux besoins de base. C'est comme, s'il y a une croissance, ça passe de 3-4 à 300, 400, 3000, 4000, puis ainsi de suite, avec une dimension exponentielle. S'il y avait un intérêt du public, j'aurais pu comprendre son mouvement. Même chose pour les salles de conférence. Si tu donnes une conférence, tu as à peu près une dizaine de personnes. Si ça passe de 10 à 20, 30, 40, 100, 200, 300, à un moment donné, il y a un mouvement qui est là. Il y a un développement. Mais ce n'était pas nécessairement son cas. Il a vécu sa vie aussi. Je regarde sa vie avec un esprit critique. Moi, pour ma part, c'est sûr que dans le fond, on a chacun notre lecture des choses. Lui, il pourrait me reprocher de chercher trop la sécurité, la garantie, être dans un esprit de calcul, puis à ce moment-là, me faire astraliser. Mais moi, je peux regarder les choses en disant que, de ma perspective, qu'il a été très audacieux. Puis je trouve qu'il n'a pas assez protégé ses arrières. Mais on a chacun notre perspective. C'est-à-dire que où est la vérité? Hein? Chacun perçoit les choses à sa façon. Il a vécu sa vie comme sa vie. Moi, pour ma part, présentement, j'ai un emploi salarié que je vais continuer. Naturellement, mes activités de diffusion web au cours de ma vie n'ont pas été une source de revenus qui me permettrait d'arrêter un emploi salarié pour me consacrer à ça 100% du temps. Ce qui m'intéresse présentement, c'est plus l'investissement. Je m'intéresse à des gens comme Adrian de Passive Income Investing, donc une chaîne sur YouTube qui explique méticuleusement comment il vit de revenus passifs. Puis il y en a d'autres aussi qui vivent de revenus passifs, qui ont pris leur retraite tôt. Jean-Sébastien Pilote, qui est un autre Canadien. Donc moi, c'est ça, je suis au Canada, je m'intéresse comment que les Canadiens fonctionnent en utilisant stratégiquement les véhicules d'investissement, que ce soit la cotisation au CELI, cotisation REER, dans une optique de faire croître de l'argent à l'abri de l'impôt, tout en étant légal. Donc, quelqu'un, par exemple, qui vit de revenus passifs, qu'il y ait 10 personnes à une conférence, ou qu'il y en ait 100, ou qu'il y en ait 2, c'est pas grave parce que les revenus passifs compensent pour le manque à gagner s'il reçoit des dividendes à chaque mois, comme par exemple Adrian. Et j'étudie ça depuis plusieurs mois, puis j'ai des résultats, dans le sens que je me suis ouvert un compte sur une plateforme de courtage en ligne. J'ai fait des placements dans le domaine de la crypto-monnaie. J'ai eu des résultats aussi dans une croissance plus grande que des indices financiers comme le SP500, Nasdaq 100. J'ai mes comptes aussi à dividendes. Donc, j'ai toute une vision qui permet l'enrichissement. Marc ne s'intéressait pas à ma connaissance de son vivant de ce genre de choses-là. Puis probablement de lui dire de s'organiser, de vivre de revenus passifs plutôt que dans le fond, de remettre le destin entre les mains du public ou entre les forces. Il n'aurait peut-être pas aimé ma perspective. Lui, il était sans doute plus audacieux que moi, là.
c'est correct, ça y appartient. Parce que moi, la façon que je vois les choses, c'est très simple. Il existe des leviers légaux présentement pour s'enrichir. Il y a des gens qui l'ont fait. Adrian qui a pris sa retraite à 34 ans. Puis par la suite, il y avait à peu près 600 000. Ensuite, il a monté 1,2 million, 1,5. Là, il est à peu près à 2,1 millions. Puis tout est documenté. À chaque mois, il présente des vidéos. Il explique les produits qu'il prend, comment il raffine par rapport au fonds négocié en bourse. Puis je regarde qu'est-ce qu'il fait à son échelle. Je prends les mêmes produits que lui pour plusieurs d'entre eux. Puis je constate qu'en effet, ça donne des rendements incroyables de dividendes. Tu sais, quelqu'un peut aller chercher environ 20% de revenus passifs de dividendes avec des fonds négociés en bourse avec option d'achat. C'est sûr, ça comporte des risques. Naturellement, l'enregistrement présent, ce n'est pas un conseil d'investissement. Mais la tournure que j'ai prise depuis 5 ans, en ayant vu qu'est-ce qui s'est passé avec Marc de la Salle, ça a été plus d'être sur mes gardes par rapport à l'histoire des forces qui vont nous supporter. Puis de suivre la vibration, c'est intelligent, c'est intéressant. Sauf que il y a des limites aussi par rapport à ça, dans le sens que suivre la vibration, ça permet de faire circuler de l'énergie. Sauf que l'ego doit se protéger de la créativité ou de l'intelligence qui circule à travers lui pour pas que ça nuise à ses besoins, comme par exemple être capable de manger à tous les mois, être capable de payer son loyer s'il est en logement, ou sa maison s'il y a une maison. Donc il y a quelque chose à équilibrer par rapport à ça. Puis il faut pas être naïf. Moi, c'est sûr, je suis pas naïf dans le sens que Marc de la Salle, ça a été flatteur dans un certain sens. Tu sais, il me voyait un peu comme quelqu'un de conscient ou même un initié. Puis, mais par rapport à ça, que je sois initié ou conscient ou pas, je suis confronté à des besoins dans mon quotidien. Moi, il y a 2 ans, j'ai un problème de santé. J'ai été au privé. J'en ai souvent parlé dans mes enregistrements pour avoir une opération. Puis, naturellement, je veux dire, j'attends toujours l'appel du public pour rencontrer un spécialiste. Dans le fond, j'ai rencontré le médecin de famille qui a demandé une référence pour un urologue parce que c'est une opération à l'urètre. Puis, naturellement, depuis 2 ans, j'ai jamais eu d'appel. Environ. C'était en 2023 au mois d'août. Fait que puis là, j'ai été me faire opérer au privé. Fait que c'est toutes des choses comme ça, tu sais, qui m'amènent à voir les choses aujourd'hui en disant oui, il y a quelque chose qui existe par rapport à l'aspect vibratoire, que la pensée vient d'ailleurs. Ça, je ne nie pas. Par contre, il faut faire attention pour ne pas sous-évaluer cette réalité-là, lui donner trop de place dans notre vie, puis être fasciné par elle ou gaga. Moi, je peux être honnête avec vous puis transparent. Les derniers mois, j'ai été fasciné par le domaine de la crypto-monnaie, le Bitcoin, d'investir là-dedans, de suivre des influenceurs sur YouTube qui parlent de la croissance fulgurante, puis de le vivre. Tu sais, prendre un fonds négocié en bourse, comme par exemple au mois de novembre, décembre, au moment où je vous parle, au mois d'août, je suis à peu près à 42% de rendement. Donc, on s'entend que je surperforme le Nasdaq 100 qui peut donner peut-être une moyenne de 17%, SP500 d'à peu près 10% pour les dernières années. Bon, ben, tu sais, il y a une dimension de moi au niveau de la découverte présentement, puis je suis quand même honnête avec vous parce que je commence dans le domaine de la crypto depuis quelques mois, que je peux dire que oui, je suis encore fasciné. Un peu comme quand j'ai commencé l'étude du supramental, je peux être autocritique. Oui, il y a quelque chose là. Oui, ça existe parce que moi, je suis tempérament sceptique. Fait que je montrais mes relevés de compte à ma compagne en disant regarde, j'ai fait à peu près 42%. Tu sais, à rien faire. Je fais juste prendre un fonds négocié en bourse qui réplique la valeur, par exemple, du Bitcoin. Puis les fonds négociés en bourse, c'est pas parce que le Bitcoin, par exemple, va passer de 80 000 à 120 000 qu'il faut acheter un Bitcoin à 80 000. Ça peut coûter moins que ça en passant, là. Quelqu'un peut acheter un fonds négocié en bourse qui vaut environ 20 $ puis il suit la même tangente, ce qui fait qu'il va augmenter peut-être disons, à 28 $ ou à 30 $. Donc, il va augmenter en proportion. Mais le point que je veux faire par rapport à Marc de Salle, puis d'essayer d'intégrer
de l'intelligence en relation avec les observations que j'ai faites par rapport à sa vie, c'est que moi, dans mon mouvement de parole, puis lui, il a eu son mouvement de parole, puis regardez, ça appartient à chacun. Lui, c'était une personne qui ne cherchait pas de garantie. Pour lui, tout était marqué, puis il vivait en conséquence. Moi, je me rappelle d'avoir été chez lui. Il laisse la porte débarrée, puis il y avait un ordinateur, puis il avait même laissé de l'argent qu'on pouvait voir de la fenêtre. Il y avait une porte de type patio, là, une porte qu'on peut ouvrir transparente avec de l'argent sur la table. Donc, la porte était débarrée. Bon, il y a peut-être 20 ou 40 dollars, là. Je veux dire, c'était pas une sacoche remplie d'argent, mais quand même, il vivait sans peur, puis pour lui, tout était marqué. Donc, c'est sûr que de sa perspective, puis dans l'intelligence, il y a un adage qui dit on n'est pas intelligent tout seul, comme le mentionnait Bernard de Montréal, donc s'ouvrait à d'autres perspectives. Donc, dans sa perspective, si tout est marqué, qui passe d'argent à étudier la crypto comme que je le fais, ou à étudier la bourse, ou les fonds négociés en bourse avec les options achats, etc., si tout est marqué, si la personne va être riche, elle va être riche. Si elle va être pauvre, elle va être pauvre. Qu'elle étudie ou pas ces choses-là, quoi que ça peut aider. Moi, je suis dans une perspective très pratique depuis les dernières années. En fait, lors de l'année 2023, je m'étais intéressé en particulier au mouvement aux choses qu'on peut faire pour favoriser sa santé. J'avais un problème de santé. Je l'ai toujours en passant, c'est juste que je veux une rémission là, par rapport à un lichen scléreux atrophique. Donc, l'importance de prendre soin de sa santé. Puis, depuis les derniers mois en particulier, c'est l'étude intensive que je fais du domaine de la crypto-monnaie, puis l'étude de la bourse, notamment les fonds d'action négociés en bourse avec option d'achat. Donc, prendre sa santé physique en main, prendre sa santé financière. Je ne suis pas très occulte. C'est sûr qu'il y a sans doute des gens qui m'ont connu il y a plusieurs années qui sont pas nécessairement intéressés par la tangente que j'ai prise sur ma chaîne, là, mettant plus l'accent sur l'étude aussi de l'intelligence artificielle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, d'ailleurs, aujourd'hui, si Max serait vivant, je lui poserais des questions sur les enjeux criants qui se rapportent à l'intelligence artificielle. Puis j'ai l'impression, je parle aux gens, là, puis j'ai l'impression que les gens, vous le réalisez pas, qu'est-ce qui se passe présentement. Puis là, les gens vont dire « Ah, t'exagères, voyons donc, l'intelligence artificielle, c'est du monde qui parle juste avec des voix robotisées, puis comme Siri. » Non, non. Il y a quelque chose... J'ai l'impression que les gens vont réaliser toutes les implications que ça peut avoir, puis les impacts quand il va être trop tard, puis on va atteindre des points de non-retour par rapport à l'intégration, mais surtout de la dépendance de la population à l'intelligence artificielle qui est en train de se faire. Par rapport à la dictature des algorithmes. Des gens vont dire « Ouais, on t'exagère. Les êtres humains ne sont pas dictés leur comportement. Ils ne sont pas dans le prêt à penser, parce qu'il y a le prêt à porter, mais il y a le prêt à penser qui va venir des algorithmes. » Mais on verra qu'est-ce qui adviendra dans les prochaines années. Mais on dirige tout droit vers la super intelligence artificielle qui va dépasser l'être humain sur tous les aspects. Que ce soit au niveau de la science, de l'anthropologie, philosophie, etc. Tous les domaines là, en termes mémoriels, en termes de capacité de recherche. Puis d'ailleurs, il y a des scientifiques qui, dans le fond, vont tout simplement demander à l'intelligence artificielle de générer des nouvelles inventions ou de les générer. Puis d'ailleurs, il y a une personne qui a dit que probablement la dernière grande invention qui a été développée par l'être humain, c'est l'intelligence artificielle, parce que par la suite, c'est toute l'intelligence artificielle qui va faire les nouvelles inventions. Elle a une capacité de calcul, une capacité de faire des liens que l'être humain ne fait pas. Donc, c'est une intelligence qui va être géniale dans le sens qu'elle va faire des liens que l'être humain n'a pas la capacité, de par ses limitations intellectuelles et cognitives, de faire. Naturellement, les limites de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle n'aura pas la conscience vibratoire d'un être humain, elle n'aura pas l'esprit, mais elle aura un simulacre de résidus de l'esprit en relation avec les mémoriels qui ont été générés dans le passé. Mais c'est l'enjeu, entre autres, de la cohabitation de l'être humain avec l'intelligence artificielle, le devenir de l'être humain dans son rapport au travail. Parce que cette intelligence artificielle est capable de réaliser les emplois physiques par des automates, des robots, mais aussi les emplois d'ingénieurs, des emplois qui demandent des compétences intellectuelles poussées.
pour développer, par exemple, des nouveaux logiciels, développer des nouvelles interfaces de communication. Ben là, l'être humain, dans les prochaines années, va être tassé du marché du travail. Il y a Laurent Alexandre qui crie la sonnette d'alarme qu'à quelque part, il y a une mutation du travail qui se fait, puis que l'intelligence artificielle est plus efficace que les médecins, ayant même plusieurs années d'expérience pour faire des diagnostics médicaux. Il y a quelque chose là, je pense, à étudier, là, surtout de la bouche de médecins comme Laurent Alexandre. C'est un YouTuber. Je dis YouTuber, c'est une personne qui a été interviewée souvent sur YouTube pour parler du développement de l'intelligence artificielle que je trouve intéressant. Mais ce genre d'enjeu-là que j'aurais voulu aborder avec Marc Lassalle, naturellement, c'est pas possible, mais je peux les aborder avec l'intelligence artificielle qui se rapporte à Marc de Lassalle. Mais où est-ce que je voulais en venir? C'est par rapport à Marc de Lassalle. J'étais censé faire une conférence avec lui lors de l'année 2020. À cause de la période dite de pandémie, ça a été reporté, puis finalement, elle n'a jamais eu lieu. Et là, j'avais l'impression, ça m'a laissé un goût amer, un peu. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont écouté le DVD. En fait, Michael Jackson était censé donner un dernier spectacle avant qu'il décède. Et comme il est décédé avant sa première prestation, parce qu'il était censé faire un retour sur scène, donc ce musicien du domaine de la musique populaire, donc qui a été populaire entre autres dans les années 1980 avec l'album Trailer. Il était supposé de remonter sur scène. Et dans les mois qui ont précédé son retour, lui était filmé dans ses répétitions en vue de sa première prestation publique, son grand retour, qui naturellement ne s'est jamais fait, ça ne s'est jamais actualisé. Heureusement, des répétitions ont été conservées, puis là, ça a donné place à un DVD pour rendre souvenir ou hommage par rapport à lui. Puis c'est un petit peu le même goût amer que j'ai eu par Marc de Lassalle, parce que pendant plusieurs années, j'ai fait des enregistrements avec lui sur le web pendant environ 9 ans. Puis dans les derniers mois avant qu'il décède, il disait, là, je te sens plus prêt comme intervieweur. C'est comme dans son propos, dans mon souvenir. Bon, c'est sûr que la mémoire peut déformer ou enlever les choses, j'en suis conscient. Surtout 5 ans après, mais son commentaire, c'est comme... Là, on serait comme prêt pour aller à un niveau plus loin au niveau de la collaboration. Puis naturellement, le premier conférence publique n'a jamais eu lieu. C'est supposé être dans la ville de Québec, donc au Canada. C'est ainsi. Peut-être que je n'avais pas nécessairement à sortir publiquement ou aller plus loin en lien avec le public par rapport à la diffusion de la conscience. En fait, ce qui est arrivé, c'est que pendant la période, la période dite de pandémie, 2020, 2021, 2022, tout était plus restreint par rapport aux conférences, ateliers, séminaires. Et puis, depuis ce temps-là, pour être honnête avec vous, j'ai perdu l'intérêt, l'idée d'aller assister à une conférence de gens qui parlent de conscience supramentale. Présentement, honnêtement, ça m'intéresse moins. Moi, je m'intéresse plus à la bourse, l'étude de l'aspect plus des crypto-monnaies, de la finance, que je vais voir des vidéos. Pour ce qui est de la conscience, des fois, je vais voir des enregistrements là, de certaines personnes, comme par exemple Normand Pinard. Des fois, je vais écouter des enregistrements aussi de Berthold. Donc, il y en a quelques-uns là, que je vais écouter, mais ça se limite pas mal à ça. Donc, l'idée, comme autrefois, là, de se déplacer, là, puis d'aller en présentiel là, pour assister à une conférence, ça me parle plus. Depuis la période dite de pandémie, là, ça m'intéresse plus vraiment. Je pense que pour ce qui est du public, que ce soit québécois, international, il n'y a jamais eu vraiment un intérêt pour ça présentement. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas en passant, la conscience. Par contre, avec le recul critique 5 ans après, il y a des choses que j'ai à un certain niveau des regrets par rapport à Marc de Lassalle. Un des éléments, c'est que dans le fond, il y avait une dame par rapport au fait que, Marc de Lassalle était prévu donner une conférence à Québec.
Et puis, elle m'avait écrit par courriel en relation avec l'activité. Puis, bon, elle avait un groupe de personnes dans le domaine de la conscience. Puis, elle, c'était une personne qui avait une perspective avec plus de recul par rapport à Marc de la Salle que moi. Là. C'est sûr, moi, j'étais plus proche de lui, là, vu que je faisais des entrevues avec lui. Et elle, avant de diffuser l'annonce de la conférence de Marc de la Salle auprès de son public, dont certaines personnes s'intéressent à la conscience supramentale, elle avait comme question pourquoi est-ce que Marc de la Salle, par rapport à des vidéos qu'il a diffusées sur le web, on voit apparaître la moitié de son visage et aussi 3 lettres, c'est-à-dire MDL pour Marc de la Salle, alors que par rapport aux cassettes de Bernard de Montréal dans les années 1980 et 1990, on pouvait voir la moitié du visage de Bernard de Montréal avec 3 lettres BDM pour Bernard de Montréal. Cette dame-là, elle m'a posé la question, elle dit pourquoi que il est si similaire à Marc de la Salle pourquoi Marc de la Salle est si similaire à Bernard de Montréal par rapport à l'aspect visuel des cassettes de Bernard de Montréal dans l'aspect visuel donc par rapport au fond d'écran là, lié aux enregistrements là, qu'on peut retrouver sur le web. Et moi, j'avais été très diplomate quand elle m'avait écrit ça par courriel comme question. J'ai dit, bon, une réponse politiquement correcte. Là, je vous propose de vous référer à Marc de la Salle pour avoir sa réponse par rapport à son point de vue. Parce que, bon, la meilleure façon d'avoir la compréhension pourquoi que c'est comme ça, ben, c'est de questionner la personne à la base de ça, hein, plutôt qu'un intermédiaire. Donc, d'aller droit à la source. Je ne sais pas si elle l'a fait ou pas. Si elle l'a fait, puis elle écoute cet enregistrement par un concours quasiment miraculeux de synchronisme, je vous propose de me réécrire en privé par courriel, dans le fond à mon adresse courriel là, que vous allez pouvoir voir en bas de mon enregistrement pour me donner la réponse. Parce que je serais curieux d'avoir sa réponse. Quand elle a soulevé cette question-là qui était confrontante parce que dans le fond, la question sous-entendait que, regarde, Marc de la Salle, c'est un copiste. Pourquoi que je parlerais de lui à mon public, qui s'est intéressé entre autres à Bernard de Montréal et d'autres individus qui gravitent dans le domaine de la conscience supramentale? Cette question-là m'avait beaucoup confronté. Je dois dire. Et ben, le regret que j'ai en lien avec ça, c'est que si Max est encore vivant aujourd'hui, je pense que j'aurais l'audace de lui poser la question. Puis je regarderais qu'est-ce qui ressortirait de ça, c'est sûr. Marc a, à mon avis, avec le recul, là, ça fait 5 ans qu'il est décédé, a été beaucoup imprégné de Bernard de Montréal parce qu'il assistait à ses conférences. Pour moi, Marc de la Salle, par contre, a toujours vécu quelque chose de réel en lien avec l'aspect vibratoire. Puis la particularité aussi du matériel de Bernard de Montréal, c'est que la vibration qui vibre, quand il parle, on peut la capter. Puis ça peut nous dire intérieurement des choses qui vont dans le même sens. Puis des fois, Marc de la Salle ou Bernard de Montréal, ou peu importe, ça va revenir au même. Dans le sens qu'il y a une continuité dans le propos. Moi, j'ai toujours vu en fait, l'œuvre de Marc de la Salle comme étant en continuité de celle de Bernard de Montréal. Et puis, ce que je dirais, c'est que des fois, quand que je captais la vibration véhiculait Bernard, intérieurement, ça me disait la même chose, j'entrais en résonance avec sa psyché, sauf que lui, il avait le vocabulaire, il était probablement un surdoué, qui avait la rapidité de trouver le mot juste rapidement, simplement, avec efficacité pour véhiculer d'une manière claire, précise, la vibration, surtout dans ces enregistrements de type pré-personnel, là, des cassettes entre autres réservées aux séminaristes qui sont disponibles aujourd'hui sur le web.
Aujourd'hui, c'est sûr que l'aspect occulte de son instruction qui était réservé à quelques individus, quelques irréductibles québécois et non pas des Gaulois, là, pour reprendre l'image véhiculée par Astérix, là, a changé. Aujourd'hui, tout le matériel imaginable, que ce soit Bernard de Montréal, Marc de la Salle, plein d'autres personnes, il y a plein de choses sur le web, là. Tout est en train de sortir, être transparent, accessible. Tout est de plus en plus accessible aussi gratuitement. C'est sûr que pour un gars comme Marc de la Salle qui voulait vivre par rapport aux revenus associés à la vente d'enregistrements, l'époque actuelle n'est pas propice à ça. Quelqu'un peut vivre de revenus, oui. Il y a la diffusion web sur YouTube. Si les vidéos sont monétisées, mais avec un vaste auditoire, on ne parle pas de 100 ou 200 personnes pour avoir des revenus importants. Non, non. On parle de l'ordre du million de personnes. Peut-être des conférenciers comme par exemple Idriss Aberkan, où tu as des vidéos qui sont vues par au-dessus de 100 000 personnes. En fait, un nombre très important de personnes. Peut-être que pour des gens, des personnalités publiques, médiatiques, internationales, comme lui ou d'autres conférenciers importants dans le domaine de la francophonie, peut-être que oui, c'est possible. Mais là, pour un créneau aussi spécifique que le supramental, moi, je le sens pas puis je le vois pas. Mais la personne qui veut parler de ça librement, je pense que ce qu'il a à étudier, c'est la possibilité de se donner à lui-même la liberté financière à travers, entre autres, des revenus passifs. Parce que vivre devant des enregistrements, c'est pas évident. Demander des dons, ben là, ça fluctue d'un mois à l'autre. Face à l'abondance de matériel gratuit sur le web, ben c'est pas nécessairement évident. La compétition est féroce. Sinon, de faire une secte en relation avec ça, puis nouer un culte par rapport à sa personne en disant que j'ai vécu un paquet de niveaux de fusion, puis que je suis plus intelligent que les autres, ou tu sais, il y a des gens qui se vantent là, tu sais, il y a des gens qui se voient le Messie comme étant le Messie, entre autres. Il y a des pièges liés à ça, parce que la personne qui un jour peut être perçue comme le sauveur, le lendemain peut être perçue comme étant le bourreau. On l'a vu récemment sur le plan politique avec Elon Musk. Donc, lorsque Trump a convié Elon Musk à faire le Dodge, donc le bureau d'efficacité gouvernementale aux États-Unis, pour diminuer les dépenses, il y a des gens qui étaient contents, disant enfin, il va sauver les États-Unis de l'endettement massif qu'il connaît depuis des décennies, mettre fin à cet engrenage infernal qui amène les Américains à hypothéquer leur avenir. Naturellement, quand il est rentré en poste et a commencé à faire le ménage, il y a des gens qui se sont fait couper leur poste d'une manière assez cavalière. Ils n'ont pas été contents. Il y a eu des démarches judiciaires par rapport au fait que les gens ne pouvaient pas perdre leur travail comme ça n'a pas de bon sens là, du jour au lendemain, puis les coupures massives pour les programmes d'aide internationaux qui impliquaient les Américains. Il y a beaucoup de gens qui ont mal réagi, puis la personne qui, quelques mois à peine, était présentée comme étant le sauveur des États-Unis, pour en mettre fin enfin à la dynamique insoutenable de l'endettement qui pourrait amener éventuellement l'économie américaine à imploser, a été perçu par la suite comme le bourreau, le méchant, à un point tel que Trump, il a fallu qu'il tasse. Puis les problèmes, naturellement, d'endettement aux États-Unis continuent. Mais probablement que Trump, chacun a leur intérêt politique, mais je pense que, dans le fond, si Musk aurait continué au pouvoir puis à faire des coupes, peut-être que importantes gouvernementales, peut-être que Trump aurait beaucoup descendu dans les sondages, sa popularité aurait diminué. Puis bon, pour ce qui est des midterms, le mi-mandat, 2 ans après son élection, ça aurait été moins évident là, pour lui. Là. Mais bon, ça c'est une hypothèse, puis je m'égare du sujet principal. Sauf que le point, c'est que toute personne qui va nouer un culte par rapport à sa personne ou chercher à mystifier les autres, ça peut se retourner contre lui, parce que la personne peut dans un premier temps être vue comme étant le sauveur. D'ailleurs, Bernard de Montréal, quand il est venu faire des conférences ici au Québec, à différents endroits, il était perçu par certaines personnes comme un initié, le sauveur, quelqu'un de très conscient.
Mais naturellement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des gens naïfs qui ont gravité à côté de lui et se sont rendus compte que finalement, il est mort d'un cancer comme un paquet de personnes dans le monde. Il n'est pas disparu dans un nuage de lumière, là. Non, non. Il a vécu d'un cancer. Certes, son rapport au cancer, de par le niveau de sa fusion, de l'intégration d'instructions supramentales, a été un vécu très différent de paquets d'êtres humains qui vont perdre dans certains cas une forme de lucidité, une forme de conscience, dans le sens que 2 semaines avant qu'il décède à peu près du cancer, Bernard de Montréal était encore lucide, était capable de donner une conférence. L'esprit était là, sauf que le corps physique, naturellement, se dégradait en lien avec la maladie. Sauf qu'il a conservé sa lucidité, tandis qu'il y en a d'autres que, face à la maladie, ils vont s'astraliser avec la peur de la mort. Donc, il y en a qui vont perdre de contenance, et ainsi de suite. Ce qui n'a pas été de ce que j'ai perçu de son cas. Donc, il a conservé tout au long de sa vie une impeccabilité vibratoire. Pour ce qui est de Marc de la Salle, ça a été particulier parce que quelques jours avant sa mort, j'avais réalisé un enregistrement avec lui. D'ailleurs, il est disponible sur Internet. Là. Vous ne pouvez pas dire que je vous bullshit ou je vous remplis avec des niaiseries ou des mensonges. L'enregistrement est encore là. Puis c'était par rapport à la fin de cycle ou la fin d'un cycle. Il y avait la question de cycle et de fin dans l'enregistrement. Et c'est spécial parce que par rapport à l'enregistrement, ça a été le dernier enregistrement que j'ai fait avec lui, puis il était question, curieusement, de fin de cycle. Tu sais, ça aurait pu être un enregistrement où on parle des relations hommes-femmes ou du conflit entre la Palestine et également là, Israël. Tu sais, c'est un sujet qui est encore d'actualité aujourd'hui en 2025, en passant, là. Mais non, le sujet, avant sa mort, était en lien avec la fin de quelque chose, puis l'enregistrement que je faisais avec lui, puis c'était à ma demande, là, parce que en 2020, j'ai vécu une période où j'étais tanné de faire des enregistrements qui n'étaient pas nécessairement rentables, etc. Et j'avais dit que c'était le dernier enregistrement que je faisais avec lui, mais je savais pas que c'était le dernier à vie. Après ça, je voulais arrêter, je voulais comme prendre une pause, me reposer un peu. Mais ça a été vraiment le dernier enregistrement avec lui. Autre particularité, c'est que par rapport à sa compagne, elle était supposée de quitter le lieu de vie qu'ils étaient ensemble, donc au début du mois de septembre. Puis lui, il est mort au mois d'août. Puis c'était en lien avec la fin de leur union, où ils vivaient ensemble. Fait qu'il y avait des fins dans sa vie. Il y avait par rapport à moi, par rapport aux enregistrements audio sur le web, bien qu'il était prévu qu'à l'automne 2020, je fasse un enregistrement en présentiel avec lui. Il y avait des gens qui s'étaient d'ailleurs inscrits, puis il a fallu qu'on les avertisse que finalement l'événement n'aurait pas lieu, hein, parce qu'il est décédé. Ouais. Mais il y avait comme une préforme par rapport à son décès. Fait que c'est sûr que il y a des gens qui ont vu dans l'histoire de la conscience supramentale, le fait de gens probablement atteints de schizophrénie qui font des hallucinations. Un gars comme le docteur Pierre Bayot, psychiatre, qui aime analyser les animaux, il aime la biologie. Pour lui, les êtres humains, c'est des animaux. Strictement, là, l'être humain, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit, il n'est pas en contact avec une réalité au-delà du plan physique. Pour lui, tout ça, c'est de la foutaise, du caca de taureau. Les extraterrestres, pour lui, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vie après la mort. Pour lui, ça se limite à la matière. Donc, être fonctionnel en société puis faire de l'argent essentiellement. Donc, il était très pratique, très pragmatique. Il y a des gens de ce mouvement-là, dans le domaine de la psychologie, des matérialistes, que pour eux autres, tout ce qui est en lien avec la conscience supramentale, la diffusion, c'est tous des gens qui hallucinent, qui vont tenter de rationaliser des délires, etc. Mais pour moi, dans ma conscience, 5 ans après, il y a une réalité derrière ça. Une réalité occulte qui est en relation avec la vie de Marc de la Salle à un certain niveau, sauf que le point,
c'est que j'ai l'impression que Marc de la Salle a surinterprété l'importance que pouvait avoir le culte dans sa vie ou lui donner une importance sur sa vie au niveau professionnel qui n'a pas nécessairement lieu d'être. Quelqu'un peut vivre un contact avec l'esprit, puis la personne n'a pas à lâcher son emploi, à quitter sa femme puis son enfant pour se consacrer à ça 24 heures sur 24. Pour moi, ça serait stupide. Non. Si quelqu'un vit un contact avec cette réalité-là, d'ailleurs, la façon que je vis les choses depuis le début de l'année, entre autres 2025, vous avez sans doute remarqué que sur ma chaîne YouTube, je fais pas souvent des enregistrements où je vise à canaliser l'esprit, puis entrer en transe, puis faire des barres vers le haut, vers le bas, pour verbaliser ce que je capte, pour faire un travail au niveau de la vibration. Pourquoi? Parce que là, ma conscience est plus orientée vers l'aspect physique, pratique, comme intégrer la matière. Donc, intégrer la matière, c'est être en bonne santé physique. C'est la raison pour laquelle, là, c'est encore l'été, on est au mois d'août, j'en profite pour me faire bronzer au soleil. Tantôt, j'ai été me faire bronzer 1 heure de temps au soleil. J'ai fait mes exercices physiques, mon jogging. Ensuite, j'ai été voir le cours par rapport des crypto-monnaies aujourd'hui, le Bitcoin, XRP, Solana. Je reste à l'affût du Nasdaq 100 aussi, puis de la bourse. Puis sinon, je m'intéresse à ma compagne, à ma fille. J'ai une fille qui a un peu plus de 2 ans et demi. Elle dit de plus en plus de mots, de phrases. C'est plus ça qui m'habite. Pour ce qui est de l'occulte, oui, ça existe, mais je ne cours pas après présentement. Il y a une période que oui, j'étais fasciné. J'allais voir des médiums, des conférenciers. Il y avait une dimension que c'était un petit peu trop courir. Tu sais, c'est comme au niveau du couple. Si un des deux partenaires rame plus que l'autre, il y a un déséquilibre. C'est parce que je pense, entre autres, un déséquilibre au niveau du couple par rapport à des gens que je connais, là, sans nommer leur nom. Tu sais, si à un moment donné, il y a un couple, il y en a un des deux qui travaille, il s'occupe d'un enfant en bas âge, il va changer les couches, il va faire à manger à l'enfant, puis pendant ce temps-là, sa compagne est en arrêt de travail pour congé de maternité. Puis elle passe son temps à écouter la TV, tandis que l'autre, il continue à travailler, puis fait l'essentiel des tâches, puis en plus, il se lève pendant la nuit pour nourrir l'enfant. En passant, c'est pas mon cas, là, mais dans le fond, il y a des équilibres. Il y en a un des deux qui est en perte d'énergie, c'est pas intelligent. Puis c'est la même chose dans le rapport pour l'occulte. Tu sais, si quelqu'un dit, à l'esprit, parce qu'on peut vivre une communication intrapsychique avec l'esprit, moi, je vais arrêter mon emploi, puis je vais me consacrer à diffuser l'intelligence que tu vas véhiculer à travers moi, sans avoir de garantie, sans avoir de source de revenus, etc. C'est ce qu'on appelle se mettre en initiation, ou en bon québécois, se mettre dans la marde. Tu sais, quelqu'un qui entend une voix intérieure à lui, de vendre sa maison pour déménager à un autre endroit dans l'espoir de rencontrer les extraterrestres, où il est guidé par les extraterrestres pour déménager ailleurs. Si c'est pas réel, ça peut mettre la personne dans le pétrin. C'est ça le point que je veux faire. Pour moi, la réalité occulte, dans le sens que l'être humain est plus qu'un corps physique, est indéniable par rapport à certaines expériences vécues, certaines synchronicités, certaines pensées reçues simultanément à d'autres personnes. D'ailleurs, plusieurs reprises, ça m'est arrivé avec Marc de la Salle d'être sur la même longueur d'onde que lui momentanément, en ce sens de recevoir et de capter la même pensée au même moment à un point tel qu'il pouvait commencer une phrase, puis j'étais comme mis en vibration pour compléter la phrase dans le même élan, dans la même chose. C'est arrivé à plusieurs reprises. Sauf que le point, c'est pas parce qu'on capte la même fréquence radio momentanément. Donc, il y a des gens qui vont capter du AM, d'autres du FM. C'est pas parce que deux personnes captent la même émission de radio diffusée sur bande FM que la bande FM qui est captée va permettre à l'individu de vivre de cette captation. À un moment donné, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas que l'être humain soit naïf par rapport au rapport à l'esprit. Moi, dans le fond, depuis les dernières années, je suis un peu plus critique que je l'étais, moins naïf. Mais il y a la période de lune de miel au début. Tu sais, c'est un petit peu comme quelqu'un qui est en couple, qui
commence à fréquenter quelqu'un, il peut être fasciné par cette personne-là. Quelqu'un qui se marie, puis c'est la période du début, là, donc où la personne a vit une espèce d'euphorie par rapport au partenaire. Des fois, les gens ils ont les hormones dans le tapis, hein, tout est nouveau, tout est beau, ils ont des relations sexuelles plus intenses, à intervalles plus régulières. Avant qu'il se produise plus un phénomène d'équilibrage énergétique entre les deux personnes se produisent. Quoique les gens peuvent continuer aussi à avoir une vie sexuelle régulière, là, ça n'empêche pas. Sauf que le point, c'est que l'intensité de la nouveauté peut générer de la naïveté au sein de l'individu, que ce soit au niveau du couple ou dans le rapport couple-être humain, non pas avec un autre être humain, mais avec son esprit. Puis la personne doit s'organiser pour qu'en tant qu'être humain, elle soit respectée par l'esprit dans ses besoins, besoin d'être en bonne santé physique, santé financière, etc. Ce qui fait que moi, je ne chercherais pas à être un martyr de la conscience supramentale, puis diffuser des choses sur le web tort à travers. Présentement, je diffuse, oui, des enregistrements, il n'y a que le domaine de la crypto-monnaie, de la finance, ces choses-là, qu'il y a peu ou pas de visionnement. Je ne suis pas imbécile ou peu de commentaires. Les gens, ça ne les intéresse pas et c'est correct. Ça ne me dérange pas. Le simple fait de faire ces enregistrements-là me permet d'intégrer des choses, puis le simple fait de les parler à haute voix, aussi de préciser des choses. Ça peut paraître niaiseux, mais tout simplement d'aborder un sujet à haute voix, ça permet de clarifier des éléments. Sauf que l'élément que je voulais clarifier, puis c'est ça qui m'a laissé sur la fin, c'est l'histoire de l'image visuelle que Marc utilisait avec la moitié de son visage, puis avec les lettres, les 3 lettres, comme Bernard de Montréal, comme l'avait mentionné la madame. Puis si Marc sera encore vivant aujourd'hui, je poserai la question. J'aimerais ça avoir, c'est la demande que je fais aujourd'hui à l'univers, à l'esprit, à la conscience, avoir la réponse en rêve. Pourquoi que Marc de la Salle a pris une esthétique visuelle en lien avec ses enregistrements, similaire à celle de Bernard de Montréal? J'aimerais ça, avoir en rêve sa conscience qui me l'explique. Est-ce que je vais avoir le rêve? On verra. Mais c'est ma demande que je fais aujourd'hui. Ce que ça me dit intérieurement, c'est que Marc de la Salle a été influencé par Bernard de Montréal. Bon, c'est sûr, moi-même j'ai été influencé. Il y a plein de monde sur YouTube, il y en a qui sont influencés par lui puis ils veulent pas trop l'admettre. Mais oui, j'ai été influencé par lui. Plein d'autres personnes aussi, sauf que le point, c'est pas parce qu'on a été influencé par quelqu'un que, à quelque part, il faut... c'est subtil parce que ce que ça me dit, c'est que c'est intelligent d'aller dans un même sens d'une vibration qui est intelligente, qu'on peut capter puis percevoir, mais en même temps, c'est ça. Il faut pas s'y à la forme. Parce que la forme la forme, par exemple, d'un visuel est en relation avec la forme de la personne, mais il faut avoir la forme du visuel en relation avec sa forme, en relation avec son mandat spécifique, sa psychologie. Bien qu'on peut capter la même vibration, mais on n'a pas à s'afficher dans la même forme. Peut-être qu'un jour, on verra quelqu'un qui va diffuser du Bernard de Montréal. D'ailleurs, ça a été fait. Là, il y a quelqu'un, un jeune, là, c'est sûr que là, j'ai plein d'enregistrements, qui avait fait du rap, puis il avait intégré des passages de Bernard de Montréal. Fait que là, lui, il avait sa forme qui était plus avec de l'échantillonnage, puis du rap, puis du Bernard de Montréal. Moi, ce que ça me dit intérieurement, c'est que j'ai pas à lâcher mon emploi salarié puis me consacrer à diffuser de la conscience supramentale, de vendre des enregistrements présentement dans ma vie, puis de dire je vais faire des conférences, là, puis je vais en donner à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, puis dans les grands centres, puis je vais aller en Europe. Non, ça me dit de prendre la vie mollo, relax. Ce que je fais. Ouais. Je vais continuer probablement mes études dans le domaine de l'investissement là, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Puis quand j'aurai plus la vibration de faire ça, ben j'arrêterai. Ou si je sature, j'arrêterai. Si j'ai la vibration de reparler de conscience, ben je le ferai.
C'est sûr que si à un moment donné, j'ai un rêve qui me donne l'information intéressante, ça m'amène vraiment à aller plus loin, mais je vous le partagerai. Sauf que depuis les derniers mois, j'ai des rêves qui, oui, vont, dans certains cas, me donner une certaine forme de direction, mais c'est souvent des rêves qui me répètent des choses que je sais déjà, puis qui ont déjà été abordées dans d'autres enregistrements. Fait que ça, oui, pour moi, c'est juste du radotage si je les aborde d'une manière systématique. Donc, je le fais pas, tout simplement. Sinon, ben, je vais conclure l'enregistrement présent. Hein. Ça fait presque 1 heure que je parle en disant, ben, Marc de la Salle, en l'ayant côtoyé, j'ai réalisé des choses. J'ai capté à travers lui. Il m'a mis un. Ouais. Il a été à un certain niveau. Quelqu'un qui m'a dévoilé des choses vibratoires que je voulais pas voir par rapport à moi-même en me confrontant. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens là, qui ont écouté de mes enregistrements et qui m'ont dit ça n'a pas d'allure, tu te laisses trop confronter par lui dans les enregistrements que tu fais avec lui. À quelque part, il y a un déséquilibre derrière ça. Dans certains cas, ils n'ont pas tort, mais en même temps, c'était utile que dans mon ego, je sois confronté. Je vais conclure en maintenant, par rapport à l'enregistrement, en vous répétant tout simplement que par rapport à Marc de la Salle, vous allez retrouver des liens web là, se rapportant à son œuvre en bas de mon enregistrement présent. Et puis, dans le fond, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.